image institutionnelle qui n'est qu'un paravent. On a un président, on a un ministère, on a un parlement. Tout cela ne signifie rien. La réalité de ce pouvoir, ce sont les services de renseignement qui sont au nombre d'une douzaine, volontairement, c'est-à-dire pour ne pas laisser se créer de contre-pouvoir à la dictature absolue des Assad. Et ce régime Assad, ce nizam, s'inscrit non seulement dans la durée, mais dans l'éternité. Ça aussi, ça peut paraître surprenant à toute personne qui n'a pas vécu en Syrie, qui n'a pas vu sur tous les murs de Syrie Hafez al-Assad avec marqué en-dessous notre chef de l'éternité, pas notre président ami, notre chef de l'éternité. Et donc, un processus d'idolâtrie, le but de la personnalité, c'est rien, et de divinisation de la personne du chef, qui fait que, inévitablement, ce système ne peut aboutir qu'à sa perpétuation héréditaire. Et que, pour Bachar el-Assad, le seul horizon, c'est Bachar el-Assad, de même que pour Hafez al-Assad, le seul horizon, c'était lui-même, et au bout d'un certain temps, la transmission à son fils, l'idée qu'on peut négocier avec ce système est tout simplement absurde. Soit ce système absolument, soit il tue. C'est ainsi. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas mieux qu'on puisse trouver des formes de négociation avec lui, mais c'est tout simplement exclu. Ça n'est pas possible. Et longtemps, Hafez al-Assad a cherché la clé pour perpétuer son système au-delà de lui-même. Et cette clé, là encore, quand on le dit, ça paraît tellement énorme. J'ai critiqué Hafez al-Assad, j'ai critiqué Bachar al-Assad, je connais un petit peu la façon dont ces gens raisonnent. Hafez al-Assad a trouvé la pierre philosophale en Corée du Nord. Et ce Kim Il-sung était capable, en 1994, de léguer son régime à son fils Kim Jong-il, ça l'a profondément impressionné. Il a décidé, d'ailleurs, on a énormément de transfert de technologie en termes de contrôle de la population et des informations de la Corée du Nord à la Syrie, de même que j'ai entendu Bachar el-Assad se pâmer devant l'idéal chinois. L'avantage, c'est que les Assad disent généralement, sauf au Figaro ou à Fox News, ce qu'ils pensent. Et quand on est avec eux, ils le disent. C'est-à-dire Bachar el-Assad dit, c'est extraordinaire la Chine. Faire autant d'argent en gardant le parti unique et la police politique, c'est vraiment génial. C'est comme ça qu'ils pensent. Et le passage de père au fils, c'est le passage du socialisme des années 60-70 à la soi-disant libéralisation économique du début de ce siècle, c'est-à-dire qu'on va privatiser, et concrètement, ce qui auparavant était une société d'État contrôlée par le président, va devenir une société privée contrôlée par les cousins du président. Voilà. Et la Syrie est un pays très riche, non pas tellement en ressources naturelles, dont celle-là est largement détournée, mais il est très riche des Syriennes et des Syriens. Et cette richesse des Syriennes et des Syriens, elle a été systématiquement détournée, volée, pillée par une bande de gangsters. Si vous voulez comprendre les Assad, vous regardez le parrain. Le parrain 1, le parrain 2. J'aimerais bien qu'on arrive au parrain 3, assez vite. Hafez, c'est Brando. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, on ne fait pas de trafic de drogue. Ou alors, si on le fait, on ne veut pas être au courant. Bachar, c'est Pacino. Il est gentil au début. Il a même marié Diane Keaton. Il a même fait son service militaire. Il est gentil, il ne veut pas tuer comme les autres. Puis la fin, il est bien dirigé. Parce que s'il ne tue pas, il est tué. Même en Italie, on va essayer de le tuer. Donc quand il revient, il va devenir bien pire. Bien pire. Et tous les gens, dans tout l'Italie, vont dire au moins du temps du père, avec le fils, il n'y a plus aucune. Et on en est là aujourd'hui.
Et au-delà des analogies cinématographiques, que j'essaie juste de vous dire pour dissiper tout ce discours « Ah, c'est compliqué. Ah, on n'y comprend plus rien. Ah, vraiment la Syrie. » Pas du tout. La Syrie, quand on veut vraiment aller au fond des choses, c'est assez simple. C'est assez simple. Ce qui ne veut pas dire qu'au jour le jour, l'analyse, elle, n'appelle pas énormément de prudence, de contenu, ne serait-ce que par respect pour tous ces Syriennes et ces Syriens qui risquent leur vie à nous parler. Donc la révolution, elle est intervenue, comme toujours, à la grande surprise du dictateur, qui est convaincu, comme tous les dictateurs, ce n'est absolument pas une exception, que son peuple l'aime. Vous avez déjà vu un dictateur qui croit que son peuple ne l'aime pas? Moi, jamais. Jamais. Ils sont tous convaincus que le peuple l'aime et que donc, s'il y a une révolution, c'est un complot étranger. Ça n'a rien de spécifique à la Syrie. La différence, c'est que le discours que martèle Bachar al-Assad depuis le premier jour est celui que désormais vous entendez partout. Depuis le premier jour, Bachar al-Assad dit « Je suis un dirigeant populaire qui a amené la stabilité et la prospérité à cette population qui m'en est reconnaissante. Je suis l'objet d'un complot international, de la CIA, du Mossad, des frères musulmans, des salafistes, des djihadistes et d'Al-Qaïda. Si je tombe, c'est l'ensemble de la région qui tombera avec moi. Vous ne reconnaissez pas quelque chose? Si. Exactement la grille qui est aujourd'hui celle de la plupart des commentaires sur la Syrie et qui est très exactement ce que dit Bachar al-Assad depuis le premier jour du soulèvement populaire et pacifique à son moment. Ce régime Assad, père comme fils, ne peut pas exister uniquement par la seule répression intérieure. Ça n'existe pas, un régime qui ne fonctionne qu'ainsi. Donc on vous dit « Ah, il y a une base sociale, ah, il y a une base sociale ». Eh bien, je me permets de m'inscrire en faux contre l'idée de la base sociale du régime ou du soutien, tout simplement parce que toute personne qui exprimera son opinion dans une zone contrôlée par le régime, si elle est la moins du monde critique, risque non seulement sa vie, mais celle de l'ensemble de ses proches. Donc, rien de ces opinions exprimées ainsi, rien de ces rassemblements provoqués par matraque, rien de ces manifestations soigneusement mises en scène ne peut nous. En revanche, comme historien, observateur, je vois que le père comme le fils savent que leur régime ne peut tenir que par la prise en otage de la population syrienne au profit d'une manipulation des tensions régionales. Michel Seurat le disait très bien. Il disait « L'activisme politique des Assad sur la scène internationale est inversement proportionnel à l'intensité de la vie politique en Syrie. Sous-entendu, ou pour faire simple, plus la Syrie négocie, plus on tue en Syrie. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. J'ai essayé de décrire comment cette architecture de sécurité régionale, comme un cocon, en est venue à protéger le régime en donnant l'impression à l'ensemble des acteurs étrangers qu'il était indispensable. Écoutez ce que nous entendons tous les jours. C'est la même chose qu'on disait tout à l'heure. Ah, mais si elle fait ça, ah, et la force de régime, c'est de combiner sur lui des rapports de force contradictoires. Hafez el-Assad avait réussi le plan de force suivant. Garantir pour Israël le cessez-le-feu sur le Golan, qui tient toujours 40 ans après. Contrôler le Liban au profit de séquelles stabilité régionale. On voit aujourd'hui que c'est la grande erreur que la Syrie ne contrôlerait plus le Liban, sombrerait dans le chaos, comme si les Syriens n'avaient pas semé le chaos au Liban pendant les 30 années d'occupation qu'ils lui ont infligées. Essayer de contrôler les Palestiniens, mais ça, c'est perdu d'avance. Personne n'a jamais contrôlé les Palestiniens, et Assad s'y est cassé les dents comme tout le monde a voulu. Ce pourquoi il leur garde une haine tenace et féroce, le père comme le fils d'ailleurs. Alliance stratégique avec l'Iran, capitale,
Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça fonctionne complètement au profit de son fils. En même temps, il y a un élément stratégique qui fait peur au Golfe, sauf que Bachar al-Assad l'a un peu surjoué. C'est-à-dire qu'il a tellement fait peur au Golfe qu'il a quand même fini par avoir le Golfe se retourner contre lui. Mais le sommet de tout ça, c'est arriver à se présenter comme le meilleur allié de Moscou tout en ayant les yeux en permanence fixés sur lui. Ça, c'est le chef-d'œuvre, il faut le dire. Ce sont des gens très bons, hein. Ce ne sont pas uniquement des bourreaux, des tortionnaires, mais le parrain et son fils sont aussi des talents. On regarde pendant des heures au Poland. C'est pas très agréable. Et l'idée est en permanence celle-ci. Arriver à se vendre auprès de Washington grâce à Moscou. En disant à Moscou, nous sommes les seuls alliés dans la région, et en disant à Washington, sans nous, c'est la catastrophe sur la région. Ça fonctionne depuis 40 ans. Et ça a toujours marché au profit du régime, et le dernier à être tombé dans un piège aussi grossier, c'est Barack Obama, malgré tous ses diplômes d'Harvard et des autres. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis mars 2011? Pour faire très court, pour respecter le temps qui vient partir, c'est une série de phases successives où à chaque fois, c'est le régime qui choisit l'escalade quand il pourrait choisir une forme de trêve, de négociation, de cessez-le-feu, que c'est en tout cas d'appel éléments. Première phase, c'est le printemps 2011. Les manifestations pacifiques pour des réformes, la levée de l'état d'urgence, avec les manifestants qui vont jusqu'à défiler poitrine nue pour montrer qu'ils n'ont aucune arme. La propagande depuis le premier jour dit que ce sont des terroristes, des djihadistes. Depuis le premier jour. Et depuis le premier jour, vous avez des organes de presse qui relayent ce type d'information, entre guillemets, d'intoxication. Torture systématique, tir de sniper, de francs-tireurs sur les cortèges, etc., etc. Exécution des militaires qui ne peuvent pas tirer sur la foule des armes. Printemps 2012. Malgré cela, la révolution syrienne tient avec un courage inimaginable. On se demande, mais la révolution syrienne, c'est qui? Ils sont divisés. Mais regardez comment ça se passe sur le terrain. Comment voulez-vous qu'une autodiscipline aussi forte que la non-violence pendant 3 mois soit respectée sans que ça signifie qu'il y a une cohérence révolutionnaire à l'échelle du pays? Effectivement, c'est pas le parti unique, c'est pas le BAS, c'est pas non plus le FLN, il n'y a pas qu'une tête qui dépasse. Ce sont au contraire des comités qui émanent de l'intérieur même de la société syrienne, qui émergent de ses profondeurs pour reprendre à l'état de barbarie le contrôle sur le destin des Syriennes et des Syriens. C'est ce qu'on appelle les Tansikiens, c'est-à-dire les comités de coordination locale, qui collectivement font le choix stratégique de la non-violence. Et ce choix stratégique de la non-violence commence à porter ses fruits pendant l'été 2011, quand on a des marées humaines qui commencent à descendre dans les rues des villes de Syrie, notamment à Hama, une ville qui avait été martyrisée en 1982, où il y avait eu entre 7 et 25 000 morts. Je suis historien, je ne suis pas capable de vous dire le nombre exact de morts à Hama, parce qu'on ne le saura jamais. Parce que le régime, justement, a écrasé l'essentiel de ces morts dans des fausses communes qui ont été enterrées ou isolées. Et c'est là aussi, 7, 25 000, on ne sait pas. On est au cœur de l'état de barbarie. Pour que l'état de barbarie puisse terroriser comme il le souhaite, il faut qu'on ne sache pas. Il faut qu'on n'ait pas de nombre exact des morts. Aujourd'hui, on dit 120 000. C'est évidemment une estimation minimale. Pendant les quelques temps où j'étais à Alep cet été, j'ai vu beaucoup plus de morts que ceux qui étaient rapportés par tous les organes de presse mis ensemble dans la zone. Donc il faut savoir que les bilans qu'on a aujourd'hui sont des bilans
dans un conflit de ce type, qui veut dire que pour chaque mort, vous avez 6 ou 7 blessés graves. On parle de mutilés, on parle d'handicapés à vie. Donc vous avez déjà 1 million de personnes qui sont dans cette situation, et vous avez un Syrien sur 3 qui a dû quitter son foyer du fait de la guerre, soit à l'intérieur du pays. Ces chiffres donnent le vertige. Et pourtant, rien. Il ne se passe rien. Alors comment on est-on arrivé à ce qu'il ne se passe rien? Eh bien, l'État par Paris a d'une certaine façon gagné, non pas sur le terrain, il ne pourra jamais gagner. Mais il a gagné à l'extérieur par justement la mobilisation de tous les moyens de la propagande et de l'intoxication. Pendant l'été 2011, Wagner, pour cette fois demander sa chute, vu que le printemps des réformes était derrière le mouvement révolutionnaire, et que désormais on est dans une logique qui exige, qui scrote la chute du régime. Et donc là, pendant le Ramadan 2011, le Ramadan qui est censé être un mois de paix, on va jeter contre les villes, contre l'Ataquié, contre Deir, contre Hama, contre Homs, les blindés et l'artillerie encore légère. Et donc face à cela, il est tout simplement impossible pour la Révolution de maintenir sa stratégie de la non-violence. Mais elle se contente de l'autodéfense, donc pour éviter les massacres. Et c'est là que vous avez la constitution de l'armée syrienne libre par des groupes de déserteurs ou des groupes d'autodéfense qui sont constitués dans les quartiers ou dans les villages avec des armes légères. L'armement est dérisoire. Mais le plus important, ce n'est pas la Syrienne libre, le plus important, c'est l'émergence, c'est à Istanbul, d'un Conseil national syrien, donc d'une opposition à l'extérieur qui doit représenter la révolution à l'intérieur. C'est là que l'histoire aurait pu basculer. Si en effet, au lieu de continuer à accorder la reconnaissance internationale à l'état de barbarie, on l'avait transféré au Conseil national syrien, à ce moment-là, on serait rentré dans un cercle vertueux où on aurait pu amalgamer autour de cette opposition de plus en plus de cadres, y compris des cadres civils dissidents et des éléments de plus en plus importants à la fois de la part de l'État et du territoire. Or, on sortait de Libye, rappelez-vous, et on sortait de Libye où notre ancien président, Nicolas Sarkozy, avait joué un rôle déterminant dans la campagne de Libye et s'était retrouvé bien marré quand il avait vu que les différents sondages qu'il condamnait par paquet de 10 ou de 12 ou de 20, avec l'argent contribuable, n'apportaient aucun frémissement. Ce qui prouve qu'il aurait mieux dû lire les livres d'histoire. Aucune guerre n'a jamais augmenté la popularité d'un président en France. C'est tout. Donc faire une guerre pour être réélu, ça sert à rien. Donc, ayant fait cette découverte, le président Sarkozy a décidé que non, il ne ferait pas avec la Syrie les mêmes gestes qu'il avait fait avec la Libye, qui avait entraîné la Libye, l'Angleterre et les États-Unis. Quant à l'Angleterre, elle a été du côté des États-Unis, et aux États-Unis, Barack Obama, qui avait pourtant dit quelques semaines plus tôt que la fédération devait partir, et bien a commencé à dire cette opposition est-elle vraiment unie, est-elle vraiment représentative? Alors là aussi, c'est l'historien qui parle. Si vous voulez démolir une opposition, surtout une opposition qui est quand même dans une situation de faiblesse extrême face à un État comme l'État Assad, vous lui demandez d'être plus unie et plus cohérente. Vous êtes sûr que vous la démontez? Parce que du coup, vous faites des réunions de l'opposition une fin en soi. Alors que la dynamique révolutionnaire, c'était tout le contraire. C'était aller de l'avant et construire en avançant une série nouvelle, en la reprenant des griffes, et littéralement de la mâchoire de l'Empire. Et donc, on a vu effectivement ce qu'on aurait pu prédire, c'est-à-dire des conflits de l'opposition qui étaient de moins en moins convaincants, parce que cette pauvre opposition, qui avait tous les défauts de toutes les oppositions, elle n'était ni pire ni meilleure. Les Syriens ne sont ni pire ni meilleurs que les autres peuples. Simplement, ils se battent dans des conditions
façon tout simplement abominable. Abominable. Et donc, on a eu un premier temps préalable qui prévoyait un certain nombre de choses, entre autres la liberté de manifester. Si ce point avait été mis en œuvre, on aurait vu l'opposition civile reprendre la main partout contre les noyaux de ce qui était encore l'armée syrienne militante. On aurait vu les djihadistes qui ont commencé de naître au début de 2012, la plupart d'entre eux autour d'anciens prisonniers libérés par Bachar al-Assad depuis le début de la révolution. Donc on a une dictature qui torture à mort des militants de la violence et qui libère des djihadistes. Je ne dis pas que les djihadistes sont des agents d'Assad, je dis juste que Assad, lui, a parfaitement compris que plus il y avait des djihadistes dehors, et plus ça discréditait la révolution, et surtout, plus ça l'obligeait, comme aujourd'hui d'ailleurs, à se battre sur des fronts contre le régime d'une part, contre les djihadistes d'autre part, ce que j'ai vu à Alep et cet été, c'est très clair. Et donc, on a ce plan de paix arabe, qui va être battu en brèche, qui va donner pendant le printemps 2012 naissance au plan de paix de l'ONU, sous l'égide de Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, avec des observateurs qui sont dépêchés sur place, 300 observateurs, et ce plan va être tout autant bafoué par le régime, qui va même faire pire, c'est-à-dire qu'il va se lancer pour la première fois dans le massacre de masse, l'arme blanche, elle est etc. Donc à ce moment-là, on a, à chaque fois, ce sont des centaines de personnes. Et donc, à ce moment-là, on a la réaction d'autodéfense qui va vers la militarisation et qui aboutit à ce qu'on a appelé l'offensive des deux capitales, donc Damas et Alep, en juillet 2012. Je pense profondément, je l'ai écrit, que la révolution est tombée dans un piège, mais je pense aussi qu'elle n'avait pas le choix. Parce qu'on était face à des telles vagues de liquidation de civils qu'il lui fallait donner l'impression qu'elle aussi pouvait mordre. Et donc depuis juillet 2012, contrairement à tout ce que vous disiez, les lignes n'ont pratiquement pas bougé. Depuis juillet 2012, il ne se passe rien que la mort des Syriennes et des Syriens en nombre de plus en plus important. Les lignes n'ont pratiquement pas bougé parce que la victoire ne sera jamais militaire. Elle ne pourra d'ailleurs jamais être militaire du côté du régime non plus. En revanche, le régime a utilisé des armes de plus en plus atroces en se tournant vers une ligne rouge que lui a aimablement fixée Barack Obama en août 2012, ligne rouge de Chine. Donc, le système Assad est très méthodique. Il est totalement angoissant, mais il est très méthodique. Donc, ils ont commencé. Artillerie lourde, ça ne bouge pas. Hélicoptère, ça ne bouge pas. Aviation, contre les populations civiles. Le monde fait une double page. Parle de Guernica. En septembre 2012, il y a 14 mois, Guernica, sur une double page. Et alors, donc, missile balistique. Aucun dictateur n'a jamais utilisé des missiles balistiques qui sont une arme stratégique à l'encontre de sa population. Jamais. Et alors, rien. Donc, comme on l'a rappelé, utilisation pour tester d'armes chimiques diluées contre la population. Et alors, rien. Ou plutôt moi qui rien. Parce qu'évidemment, tout le monde sait. Tout le monde sait. L'ONU sait. Les Russes savent. Tout le monde sait. Mais comme c'est les lignes rouges, si on a on est obligé d'intervenir. Donc, on est complètement dans Orwell. C'est-à-dire qu'on sait qu'un scandale se passe, mais on doit nier le scandale pour ne pas en tirer des conséquences. Et à la limite, on doit charger les témoins en mettant en cause la crédibilité des témoignages pour ne pas être obligé de bouger. Certes, les journalistes du monde amènent des preuves incontestables et qui n'ont aucune compétence en la matière.
Je vais, en juillet dernier, pour la revue 21, faire un reportage sur les destructions du patrimoine. Je ne parle même pas de ça. Il faut voir qu'aujourd'hui, à supposer qu'on n'ait pas un sentiment d'humanité partagée avec les Syriens et les Syriens, un sentiment qui me paraît pourtant élémentaire, il faut savoir qu'en ce moment, Bachar el-Assad détruit méthodiquement un peu de notre bien commun, de chacun des sites qui sont aujourd'hui classés au patrimoine universel de l'UNESCO. Et qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la personne que je décris dans 21, il y a un étudiant de 28 ans, qui est directeur des Antiquités à Alep, et qui a lui tout seul, sous les balles, protège ce qu'il peut des mosaïques, des statues, pendant qu'en face, l'armée de Bachar tire avec des obus explosifs, démolit le minaret de la mosquée des Omégas, où je le trouvais, et continue à perpétrer ce type de carnage culturel. Pas un responsable de l'UNESCO n'a pris contact avec moi quand j'ai rapporté ce témoignage. Ils préfèrent faire leur réunion encore ailleurs et à inscrire sur le patrimoine mondial des sites syriens, plutôt que de prendre contact avec ces jeunes filles et hommes qui risquent leur peau pour que nous-mêmes et nos enfants puissions retourner demain nous promener qui sait dans la vieille ville d'Alep et ne pas voir qu'un champ de ruines, et voir encore des mosaïques, et voir encore des sculptés. Et je m'égare du côté des pierres, parce que le problème, ce ne sont pas les pierres, ce sont les hommes et les femmes, on le voit bien. Il y a eu donc l'attaque chimique. Et puis il y a eu ce qui sera sans doute analysé dans l'histoire avec effarement le discours d'Obama le 30 août, qui, concrètement, on n'a pas besoin d'attendre le vote du Congrès, ça veut dire que nous ne ferons rien. Rien. Et d'ailleurs, on voit que depuis, on ne fait plus rien. Alors que ça s'aggrave. Barrage d'artillerie sans précédent ces derniers jours à Alep. Les quartiers entiers qui sont soumis à un siège affamant. Affamant. Et quand on libère les civils, comme il y a eu récemment par un cessez-le-feu à Arménien, ces civils sont pour la plupart d'entre eux en Bastille. Depuis 10 ans, j'ai été, je crois, un erreur en France à parler, le viol comme arme de guerre systématique dans l'indifférence générale. Donc on est face à des crimes de guerre qui, du fait de leur aspect systématique et collectif, du fait de leur caractère de politique d'État, s'apparentent, si j'ai bien lu les documents de référence, à des crimes contre l'humanité. Face à cela, pourquoi? Parce qu'effectivement, le nizam est arrivé à nous occulter la Syrie des Syriennes et des Syriens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez de la Syrie? Vous voyez des Ulberlus en turban avec un drapeau noir derrière qui disent à la Ouattara, l'homme doit se convertir, etc. Et vous voyez des bombes. Effectivement, on comprend. On ne voit pas de femmes et d'hommes. Moi, j'ai essayé de faire ça dans ce récit d'Alep, j'ai essayé de faire ça dans 21. Mais je suis très simplement bouleversé que le jour du 21, le jour où plus d'1 millier de personnes meurent sous les armes chimiques et sous les bombardements conventionnels, parce qu'il est malade le bourreau d'Assad. Il ne va pas tirer que des armes chimiques, il va aussi tirer aux armes classiques. Parfois, les armes classiques ne tuent pas. Vous savez, tirer lourdes sur des zones résidentielles, c'est assez ravageur. Est-ce que vous avez lu l'histoire d'une de ces filles? Est-ce que vous avez lu le portrait d'une Fatima, d'un Rama, d'un enfant qui ce jour-là avait une vie à vivre et cette vie a été tranchée, brisée, écrasée pour que ce système continue de vivre? Non. Vous avez lu des chiffres qui ont été contestés. Vous avez lu un rapport de l'ONU où on désigne un crime et on ne désigne pas le criminel. Parce qu'il n'y a pas dans le mandat de possibilité de désigner le responsable.
permet d'alimenter toutes les thèses négationnistes, conspirationnistes. Donc on est effectivement dans cette situation qui est absolument dramatique, sur le plan humanitaire. La Syrie était un pays qui avait atteint un niveau de protection de santé relativement avancé, en tout cas moyen, pour l'ensemble de la population, du fait du système et des industries pharmaceutiques. On voit une régression, mais cette régression, et je finirai là-dessus, elle n'est pas une fatalité. Elle est la responsabilité d'un homme et d'un système. Et je crois qu'il faut avoir cela en tête pour comprendre que les Syriennes et les Syriens qui ont décidé, je l'ai vu à Alep, ça fait 1 an qu'ils vivent sur Bachar, ils ne reviendront pas. C'est fini. Ils ont goûté la liberté, ils ne reviendront plus, et cette liberté, ils l'exercent contre les milices, contre l'armée libre, contre les djihadistes, quels qu'on soit. Parce que toute personne qui viendra aujourd'hui et qui essaiera de leur dire nous sommes les libérateurs, nous sommes ceci, nous sommes cela, j'ai vu des manifestations, j'ai vu des protestations qui ne veulent pas dire que la révolution est contestée, qui veulent dire que la révolution est vivante. Et je finirai sur une citation d'une jeune fille de la révolution, depuis le début, complètement civile, complètement pacifique, complètement pacifiste, et qui m'a dit cette chose très simple. Nous voulons la vie. Nous voulons la vie. Nous voulons vivre comme les autres, une vie normale. Si nous voulions la mort, si nous chérissions la mort, nous aurions gardé les Assad. Merci. Bonsoir, Thomas Hakim, comité d'information pour une série libre et démocratique. J'ai 2 choses à dire. Enfin, c'est une question, vous signalez une lumière, ou une petite lumière, une bougie de lumière. Dans le
situation actuelle, comme vous l'avez décrit, le tableau il est super noir. Super noir, on ne peut pas dire autrement. Mais le peuple syrien est train une fin tragique et encore plus tragique qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des morts en Syrie. Mais est-ce que, à votre avis, personnellement, la fin, c'est tout simplement tordre le cou d'un grand pays qui s'appelle la Syrie pour le diviser? Parce qu'on est sous la fête accomplie. Vous voulez arrêter le sang? Ok, chacun rentre chez soi. Parce qu'on commence à parler aujourd'hui en Syrie de chez soi. Et par rapport à ce qu'on entend ici, qui porte le madame entre une guerre civile ou une guerre contre les civils. Vous et moi, on sait qu'en Syrie, c'est une guerre contre les civils, ce n'est pas une guerre civile. Et le témoignage le montre. Mais ce que je crains, qu'on arrive à tirer les gens à Genève 2 pour dire, bon, c'est sanglant, le prix il est tellement cher, donc il vaut mieux pour arrêter le sang, c'est d'utiliser le pays. Moi, j'ai une autre réponse à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a aucun Syrien qui peut le supporter. Parce que ça va être beaucoup plus douloureux que ce qu'on vit aujourd'hui. On commence ici, dans le média occidental, à parler des barbus et des djihadistes. Je m'adresse maintenant à M. Chamin, qui est médecin, et on est à Sciences Po, donc parlons un petit peu scientifique. Vous savez qu'un cancer, il y a deux méthodes pour le traiter. On commence par une opération chirurgicale et on donne une chimiothérapie, ce qu'on appelle chimiothérapie. Et tout le monde, la plupart des gens ici, ils savent que la chimiothérapie elle est aussi dangereuse que le cancer. Mais c'est là où le patient a besoin de diluer, ou après l'opération, ou après le traitement de chimiothérapie, le patient aura besoin de vitamines peut-être, ou quelque chose pour remonter ou survivre à l'effet chimiothérapie. Donc, tout simplement, je reviens sur cette image pour vous dire que le système aujourd'hui en Syrie, ou le régime aujourd'hui en Syrie, c'est un cancer. L'armée syrienne libre, c'est l'opération chirurgicale, c'est le chirurgien. Le peuple syrien aussi, c'est le chirurgien. Et s'il y a vraiment des intégristes et des djihadistes, pourquoi pas? C'est ce cancer qui a développé son propre chimie. Et on a besoin de l'Occident pour diluer l'effet chimiothérapie. Merci. Bon, encore une question, une intervention. Merci pour vos interventions, très intéressantes, très instructives, notamment de M. Philippe, qui m'a révélé personnellement toute la pensée d'Assad, de son régime, de sa stratégie. Parce que de dire que m'intéressant quand même depuis l'origine, depuis le début de la Révolution, j'ai rarement vu dans la presse française la propagande d'Assad devant du régime d'Assad. Ça, pour moi, je suis passé à travers, hein, jamais vu. Donc, merci de vos informations. Ceci, c'était plus une remarque, hein, parce que je pense que le mainstream informatif européen, il est plutôt anti-Assad que pro-Assad. Donc, il faudrait convenir un peu, laisser tomber un peu ces idéaux et revenir sur la réalité. Notre président François Hollande l'a démontré en permanence par ses affirmations et par ses gestes aussi, même s'il s'est fait blaguer par les Russes et les Américains au dernier moment. C'était pas une question de l'information, comme je le répète, mais moi je suis assez sceptique. Hein. Quelqu'un a dit en Syrie, c'est quoi? C'est une guerre civile ou c'est une guerre contre les civils? Personnellement, je ne tranche pas. J'ai du mal à me mettre d'un côté ou de l'autre. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, la situation est catastrophique pour les humanitairement catastrophique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution ni politique, ni militaire. Je suis d'accord avec vous sur ce point, il n'y a pas de solution militaire, quels que soient les conflits, notamment ce genre de conflits. Ma question est simple. Quelle est
puisque vous avez une idée assez précise de la nature du régime d'Assad, quelles sont ses possibilités d'évolution? Quels sont ses points d'appui pour sortir de l'ornière dans laquelle il s'est mis? C'est ça la question. Merci. Les réponses, et on reprendra d'autres questions après. Alors d'abord, madame, vous êtes fort aimable à mon égard, mais j'ai beaucoup de distingués collègues et tout ce qui est plus compatriotes qui se mobilisent aussi. Je vous renvoie au texte publié le 13 novembre dans Libération justement sur la famine comme arme d'Assad, qui est signé par un certain nombre d'universitaires tout à fait évidents. Merci. Excusez-moi, c'est juste pour dire qu'en fait, je pense non pas à des personnalités, c'est plutôt des partis politiques, des syndicats, voilà. En réalité, c'était ça ma réflexion. Parce que ça nous renvoie à la question de monsieur qui est très éclairante. Monsieur Vien, informé, il est en définition de très bonne volonté, il pose des questions, et il ironise un peu ce que j'ai dit, il ironise un peu, ce qui est tout à fait légitime, en disant j'ai pas vu la propagande d'Assad. Ça veut dire que, si je peux me permettre, vous n'avez pas compris comment il fonctionne. La propagande d'Assad, c'est pas de dire Assad de quoi on va guillemets, ça c'est pour le Figaro en une, on l'a eu aussi. C'est-à-dire, vous avez quand même des moments paroxystiques où on nie les attaques chimiques, et à ce moment-là, comme par hasard, on donne des visas aux journalistes, et on peut avoir des interviews d'Assad en voulez-vous, voilà, comme si c'était des scoops. Mais c'est pas de ça que je parle, parce que ça c'est grossier. Orwell, c'est beaucoup plus subtil. Orwell, c'est beaucoup plus subtil. Orwell, il fait pas, je mens. Orwell, ment. Et pour arriver à bien mentir, il faut liquider les sources d'informations indépendantes. Regardez aujourd'hui en Syrie. Moi, je suis probablement un des derniers qui a pu rentrer à l'aide pour informer. Donc, vous ne pouvez plus savoir de sources indépendantes ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez, si vous faites confiance aux Syriennes et aux Syriens, les écouter. Mais comme on est dans une guerre des images, que déjà la plupart de ces gens ne parlent plus de langue étrangère, parce que Assad a liquidé tout ce qu'il pouvait dès qu'on savait qu'elle avait étudié en France, en Angleterre et ailleurs. Donc déjà, il faut un traducteur. Et donc, il y a la mise en doute. Vous avez cette culture Internet où la moindre officine de réinformation, de désintoxication, d'anti-mainstream média peut vous dire n'importe quoi et ça circule sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Alors qu'en face, vous aurez des gens qui risqueront leur vie pour amener l'image à document qui seront mis en doute. Un exemple très très vite. Parce que, pour parler, je trouve que ça me concerne. Derrière, août 2012, le plus grand massacre de l'histoire de la guerre civile en Syrie. Et je comprends pas, parce que moi j'ai des éléments, et je dis, pas une info. Août 2012, c'était beaucoup mieux que maintenant. C'est-à-dire qu'en ce moment, il se passe des choses à l'ouest et ailleurs, dont vous n'avez pas idée, et vous ne voyez pas l'image. Août 2012. Finalement, le 27 août, je fais, parce que j'ai un blog dans le 89, je parle du massacre de Deraya, avec toutes les précautions possibles, en ne montrant aucune image de mort, en montrant uniquement les images des tanks que j'avais reçues, qui elles sont incontestables, parce qu'on voit les tanks qui rentrent et qui tirent à tire tendue dans ce qui est très clairement des quartiers de Deraya. Je dis, on parle de dizaines de morts, certaines sources disent 300, certaines sources disent 500, etc. Et le lendemain, petits entrepreneurs, ou un peu comme vous, et là encore, avec un profond respect, on dit on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien. Il y a des morts, c'est ça, c'est comme les armes chimiques dans les rapports de l'ONU. Il y a des obus chimiques qui tombent, mais on ne sait pas très bien qui les a lancés. Et il se trouve que.
universitaire et diplomate. En diplomate, j'ai fait des missions humanitaires, entre autres en coopération avec les droits de l'homme, avec par rapport au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donc il y a une méthodologie dans les rapports sur les crimes, notamment les crimes de masse. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un crime qui n'a pas d'auteur. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Et ça, c'est le système Assad. Arriver à faire un crime où il n'y a pas d'auteur. C'est-à-dire, au mieux, on dit, ben, c'est les révolutionnaires qui sont tirés là-dessus. Je rappelle qu'il y a un précédent. En Bosnie, vous avez Sarajevo qui est encerclé, tout le monde sait qui bombarde Sarajevo, tout le monde sait sur Sarajevo. Le jour où il y a un marché, où il y a des dizaines de morts, et du coup ça change de nature, immédiatement on dit, ah, c'est les musulmans qui se sont tirés dessus. Donc c'est pas nouveau. Simplement, en comparaison, je peux vous dire que la Bosnie, vous rajoutez 1 ou 2 zéros par rapport à la Syrie. Voilà. Et vous changez complètement de dimension parce qu'il n'y a même pas les casques-bleus présents ici. Donc on en est là. En revanche, moi je m'inscris en faux contre le classement médical. Hein, les historiens, en tout cas, moi, les peuples, c'est pas des corps malades. Les peuples, c'est autre chose. On n'occupe pas des membres, on ne fait pas de la chimio. Je suis désolé. C'est un pays, c'est l'ensemble d'un pays, c'est pas un pays de la terre. C'est un pays qui est sous oppression d'un système qui, je lis une citation, les citations des partisans de Bachar sur les murs de Damas, Assad, où on brûle le pays. Ça, c'est au début. Aujourd'hui, c'est Assad où on extermine. Assad a oublié les dates. Je n'ai pas inventé. Ils décrivent eux. Hein, et ce n'est pas des djihadistes ou des agents de Mossad qui viennent écrire eux. Hein. Donc, aujourd'hui, ce que je propose, mais je suis quoi? Un petit loup qui est rentré dans la lettre, qui fait des cours ici et là, qui fait des reportages. Vous avez des appareils d'État, vous avez des administrations, vous avez l'ONU, avec des gens. Je sais, moi j'ai été diplomate. Je peux vous dire que les gens de la mission de l'Union Syrie gagnent très très bien leur vie. Ils n'ont aucune envie que ça s'arrête. Et plus le désarmement continuera, plus ils mettront la main sur la route de départ. Je suis désolé d'être aussi brutal, mais à la fin, ça finit par jouer. Ces gens-là n'ont aucune envie que la bonne soupe arrête de tomber. Hein. Aucune envie. C'est très très bien. En plus, il faut beaucoup mieux du côté d'Assad, parce qu'on rentre au Fort 6 heures, on a la téléplasma et on a une boulevard qui est plein. Tandis que si vous travaillez dans les zones où travaille l'union de secours, c'est ce que j'ai connu, on va dire que c'est un peu spartiate. On va dire que c'est un peu spartiate. Quand on en revient. Donc, ce que je dis est très simple. Est-ce qu'on s'intéresse aux Syriens ou pas? Si on s'intéresse aux Syriens, il faut revenir à la Syrie. Pas Genève, pas Istanbul, pas Doha, pas New York, rien de tout ça. La Syrie. On a une ville qui s'appelle Alep. La moitié de la ville est sous le contrôle de l'armée russe. L'autre moitié de la ville est sous le contrôle du gouvernement. Des deux côtés, il y a des patriotes. Des deux côtés, il y a des familles qui sont divisées. Des deux côtés, il y a des musulmans, des chrétiens, des Kurdes. Qu'on transforme Alep en laboratoire de la Syrie de demain. Qu'on arrête de faire des plans sur la commerce qui n'aboutiront qu'à couvrir une nouvelle escalade du régime et qu'on regarde 2 millions de Syriens. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un point de passage qui est évidemment mortel. Vous avez des civils. Parce que dans toutes les guerres civiles, il faut manger. Vous avez des femmes et des hommes qui veulent nourrir leurs enfants, donc ils le passent tous les jours. Et tous les jours, vous avez des salopards qui les tirent aux pigeons. Et bien, plutôt que d'avoir des 4x4 qui sont des forciseurs, j'aimerais bien qu'il y ait une force de l'ONU qui contrôle, par exemple, les points de passage, qui garantissent des corridors humanitaires, qui permettent aux fonctionnaires des deux côtés de faire fonctionner l'électricité, l'eau, le gaz, les écoles, etc. Je parle d'Alep parce que Alep, c'est pas très compliqué. C'est quelques dizaines de kilomètres de la Turquie. Vous pouvez décrocher ça en
une semaine. Mais non, on préfère faire des conférences, on préfère aller. Et moi, j'adore les conférences. Moi, je suis pour l'appel, tout ça. Moi, je ne sais pas que je suis mais je dis simplement qu'on fuit une réalité qui est effectivement insoutenable. Mais cette réalité insoutenable, elle va finir par réel, parce qu'on ne peut pas contenir quelque chose comme cette tragédie tragique. Alors je ne sais pas ce qui se passera. Qu'est-ce que ce sera l'épidémie de polio en Europe? Et à ce moment-là, on dira, vous savez faire quelque chose. Je ne sais pas. Ce sera peut-être autre chose. Je ne sais pas. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on est en position de le faire au nom d'un certain nombre de principes d'humanité élémentaires. Et là, je pense qu'il y a des principes d'humanité élémentaires. Et que, évidemment, parmi l'action des comités comme ceux qui ont été mentionnés, on va les dire. Je vais faire juste un commentaire de ne pas aller par rapport à l'action humanitaire. Je vais laisser ma blouse blanche en tant que médecin de côté quelques minutes et oublier que je fais partie, que je représente le SSM. J'aimerais juste emprunter l'outil de l'historien, pour vous demander de faire rapidement un zoom arrière sur la carte du monde et revoir la Syrie, pas en tant que petit pays où quelques minorités se font dévorer par des hordes d'extrémistes djihadistes, mais voir la Syrie comme, sur le plan géographique, comme un nœud qui fait un continuum entre trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et je fais un deuxième zoom en arrière dans l'histoire de l'humanité pour vous rappeler que la première présence de l'humanité qui existait, qui a été prouvée au Homo sapiens en l'Est de l'Afrique, n'a pu que passer par